D'un point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV au programme de cette émission de ce mardi 28 janvier. Les chiffres du chômage du dernier trimestre 2023 sont tombés et ils ne sont pas bons. Le nombre de chômeurs a bondi de 3,5 en un an. Quelles sont les raisons de cette hausse? Quelle catégorie est particulièrement touchée? Quel secteur? Est-ce la fin de l'illusion du plein emploi? L'analyse de l'économiste Erwan Tison dans un instant. La guerre en Ukraine. Trump, nouveau président des États-Unis, veut un deal, un accord entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Il a donné un plan de 100 jours à son émissaire. Il estime que Poutine est en train de détruire son pays. Il le menace de nouvelles sanctions s'il ne trouve pas un accord avec Kiev. Le décryptage de Dominique Moisy, géopolitologue. Et pour finir, on parlera du Groenland. Pourquoi le nouveau président américain convoite tant cette grande île de l'Arctique? Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, sera avec nous tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Erwan Tison. Bonjour. Vous êtes économiste. Alors les chiffres du chômage sont tombés hier midi, ceux du quatrième trimestre 2024. Ils ne sont pas bons. C'est le moins qu'on puisse dire. On est en train de retrouver des niveaux de chômage qu'on n'avait pas connus depuis, en tout cas en termes de hausse depuis 2015. On est en train de retrouver un taux de chômage en termes de volume qui n'avait pas connu depuis la fin du Covid. C'est un signal alarmant. C'est pas forcément le signe d'un retournement conjoncturel ou structurel, mais c'est un signe très alarmant pour un trimestre. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est un retournement du marché ou est-ce que c'est plutôt un ajustement du marché? On se souvient du quoi qu'il en coûte, de la fin du Covid. Il y a les prêts aussi garantis de l'État qui arrive à terme, qu'il faut rembourser. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans un moment d'ajustement, de retour à la réalité ? On est dans un moment lié à l'incertitude politique et économique. Quand on regarde, moi, il y a deux chiffres qui me fascinent un petit peu dans ces résultats. Premièrement, c'est le résultat sur les jeunes. Oui. Il faut savoir que ce sont les jeunes de moins de 25 ans et la catégorie qui fait le plus progresser le taux de chômage ces 3 derniers mois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression des jeunes de moins de 25 ans inscrits depuis moins de 3 mois. Donc, primo-inscrits, qui a augmenté de plus de 19% en l'espace d'un trimestre. Donc, c'est-à-dire que mécaniquement, quasiment toute la hausse qu'on a à la fois chez les jeunes et à la fois de manière plus globale, elle est liée directement à l'inscription de ces jeunes qui sont néo-inscrits, néo-demandeurs d'emploi. À l'inverse, les plus de 50 ans ont quand même une augmentation d'à peine 0,9% sur un an. Donc on n'a pas d'augmentation du chômage des seniors. On a même plutôt un ralentissement quand on regarde sur la tendance. Donc c'est principalement les jeunes qui font un petit peu les frais. Alors là-dessus, deux choses. Premièrement, c'est les embauches qui ralentissent. On voit bien que l'augmentation du taux de chômage, notamment liée à la première activité, est en forte hausse. C'est dû au contexte économique où effectivement on ne va pas forcément ajuster ou en tout cas réaliser les projets de recrutement qu'on avait. Et deuxièmement, c'est sur le ralentissement aussi annoncé sur l'apprentissage qui joue beaucoup. Ensuite, si on regarde sur les grandes thématiques, on voit que le licenciement économique fait quand même une entrée fracassante dans les causes liées au nombre de demandeurs d'emploi, plus 26% en un an. Là-dessus, c'est clairement lié à la conjoncture. On a deux choses. On a la conjoncture, effectivement, qui est mauvaise au niveau de la croissance. Cette année, on va à peine avoir 0,8%. Et surtout, l'arrêt, vous l'avez dit, de toutes les aides post-Covid qui, quelque part, fait un petit peu le ménage, même si l'expression est un petit peu maladroite, entre les bonnes entreprises en croissance et ce qu'on appelle les entreprises zombies, qui, quelque part, n'ont pas connu la défaillance qu'elles auraient dû connaître entre 2020 et 2023. Un secteur finalement qui était sous perfusion, là voilà, on enlève la perfusion. Exactement. Et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Donc c'est un petit peu les destructions d'emplois qu'on aurait dû avoir de manière naturelle au moment du Covid, qu'on n'a pas eu parce que justement le secteur était sous perfusion. Vous pointiez à l'instant l'apprentissage. Là aussi, c'était un peu, comment dire, de l'emploi sous perfusion. Il y a eu un boom de l'apprentissage. Alors c'est formidable, ça a mis sur le marché beaucoup de jeunes, mais c'était aussi très soutenu par les aides de l'État auprès des entreprises. C'est bien ça. Ça l'est encore aujourd'hui. La révolution qu'on a connue était quantique. Quand on prend l'alternance, donc apprentissage et tout ce qui est contrat de professionnalisation, on est quand même passé de 300 000 contrats annuels avant le Covid, avant la réforme justement Pénicaud, à plus d'1,1 million aujourd'hui. C'est ça c'est-à-dire qu'on se rapprochait des standards de l'Allemagne. C'est ça qui nous a permis d'augmenter fortement le taux d'emploi des jeunes et donc de diminuer leur taux de chômage. Effectivement, ça s'est joué quand même avec des perfusions qui atteignaient des fois près de 30 milliards d'euros par an.
L'économiste de l'OFCE, Bruno Coquet, estimait qu'il y avait quasiment 10 milliards d'euros sur ces aides-là, qui en fait étaient de la perfusion indue et qu'on aurait peut-être retenu les mêmes performances sans justement ce volume-là. Donc le fait de débrancher, mécaniquement, on a effectivement un effet d'aubaine qui diminue et donc des recrutements qui se font en moins pour cette catégorie-là de jeunes. On a parlé de la conjoncture effectivement économique, une croissance en baisse. Vous pointiez également des décisions politiques, notamment la dissolution. C'est clairement... les conséquences de la dissolution, c'est-à-dire un paysage économique qui se vitrifie quelque part, c'est ça ? Tout à fait, parce que quand on regarde la hausse des catégories A, B et C qu'on a, et notamment la catégorie A, parce que c'est la seule qui progresse, la catégorie B diminue, on est clairement sur un effet dissolution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart de cette hausse sur l'année dernière, sur l'année 2024, se réalise à partir du dernier trimestre. C'est le dernier trimestre qui tire quasiment à lui tout seul toute la hausse du chômage en 2024. Pourquoi ? Trois raisons à ça. Premièrement, on a aujourd'hui un contexte économique qui est complètement flou. Donc c'est très difficile quand vous êtes un entrepreneur, quand vous êtes un chef d'entreprise, d'ajuster vos projets d'investissement et de recrutement quand vous ne savez pas de quoi sera fait du coup le monde économique dans 2 mois. Deuxièmement, vous avez aussi aujourd'hui une multiplication des inepties économiques de la part de la classe politique qui est absolument délirante. Aujourd'hui, vous ne savez pas de combien sera le taux de la fiscalité sur le travail ou le taux de fiscalisation sur le capital dans 3 mois. Oui. Donc vous ne savez pas si la flat tax va passer. Donc l'impossibilité de se projeter et de s'organiser, c'est ça ? Exactement. Et troisièmement, ce contexte-là, ajouté au contexte politique, on ne sait pas si on va retourner aux urnes dans 3 mois, 4 mois pour les législatives, on ne sait pas quelle majorité on aura demain. Ça bloque les investissements étrangers qui aussi sont très importants dans la dynamique de l'emploi national. Donc disons que les chiffres sont très mauvais quand on les regarde à instant T. Quand on les regarde sur la dynamique, il n'y a pas de quoi encore s'alerter parce qu'on n'est pas non plus encore, on reste à 7,3% de chômage, on n'est pas non plus aux 9-10% qu'on ait pu avoir avant, mais tant qu'on n'a pas résolu la crise politique, la crise économique et levé cette incertitude qui est aujourd'hui un poison pour nos entreprises, malheureusement, on ne pourra pas inverser cette tendance qu'on a vue dans les chiffres d'hier. Vous nous avez évoqué donc les catégories touchées, donc à savoir les jeunes de moins de 25 ans, on a parlé un petit peu des seniors, on y reviendra. Et sur les secteurs d'économie, quels secteurs sont particulièrement touchés par cette hausse du chômage ? Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les demandeurs d'emploi, quels sont les métiers vers lesquels ils veulent justement se plonger. On a 2 grands secteurs qui se détachent. Premièrement, c'est le secteur de la grande distribution et tout ce qui va concerner le commerce et le commerce de gros aux alentours, où vous avez quasiment 15% des demandeurs d'emploi qui demandent à aller dans ce métier-là. Donc si jamais effectivement ils sont demandeurs d'emploi, c'est qu'il n'y a pas les débouchés derrière. Et deuxièmement, c'est tout le secteur, on va dire, ce qu'on appelle l'aide à la vie quotidienne. Donc c'est tout simplement les personnes l'aide à domicile, les personnes justement qui vont pouvoir aider à la fois les aidants et à la fois les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, parce que ce sont ou des prestations de ménage ou des prestations à domicile, parce que ce sont des métiers qui aujourd'hui n'ont pas encore trouvé leur modèle économique. Donc on a à la fois un métier, donc la grande distribution aussi pour des raisons de numérisation et de robotisation, parce que les besoins sont moindres, parce que c'est des métiers qui s'automatisent énormément. Les caisses automatiques, c'est ça, par exemple, mais aussi les manutentions, les métiers liés à la manutention dans les entrepôts, liés au commerce de gros, liés à tout ce qui va concerner aussi l'achalandage, le marché, le fait de mettre en rayon, etc. Le transport aussi. Le transport, on voit qu'on a beaucoup de demandes, notamment pour les transports de poids lourds. Et de l'autre côté, tout ce qui va concerner l'aide à domicile, qui en fait n'a pas encore trouvé un modèle économique. Donc c'est intéressant de voir que c'est pour 2 raisons différentes. L'une pour des raisons technologiques et l'autre pour des raisons plus économiques. Le secteur du bâtiment, le secteur le secteur de la voiture aussi souffre. Alors le secteur de la voiture, on le voit pas de manière extenso, on le voit plutôt sur les sous-traitants qui aujourd'hui sont le plus Valeo, touchés. Notamment, c'est Valeo, ça tout à fait. Et surtout sur le secteur du bâtiment, ce qu'on voit surtout, c'est le gros œuvre et les travaux difficiles. Mais en volume, on n'est pas sur les secteurs les plus touchés, mais parce que c'est des secteurs qui concentrent aussi moins de population active. Mais quand on regarde après, plus d'un point de vue sectoriel et pas d'un point de vue métier, c'est des secteurs qui effectivement ont subi la plus grosse perte qu'on a pu avoir ces derniers mois, dû notamment au ralentissement de l'immobilier. Il y a eu une réforme récente des allocations chômage de France Travail. Est-ce que France Travail, ex-Pôle emploi, est-ce que cette réforme, elle impacte ces chiffres? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes cette réforme, justement? Alors, le but, c'était d'essayer de faire en sorte d'avoir une largesse un peu moindre en termes d'allocation, que ce soit en termes de montant, mais surtout en termes de durée. Et notamment de durcir un petit peu ce qu'on appelle les conditions de rechargement d'accès
à l'assurance chômage. Là-dessus, il y a deux chiffres qui sont assez intéressants, mais là-dessus, purement conjoncturel. Donc ça mériterait de voir comment est-ce qu'ils évoluent dans les prochains mois. Premièrement, c'est le retour en activité qui est devenu la première cause de retour sur le marché du travail. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était plutôt la formation, qui d'ailleurs diminue fortement. On avait plutôt justement l'accompagnement. Là, c'est vraiment le retour d'inactivité, donc des personnes qui étaient en activité et qui du coup, au RSA ou sous les radars, qui retournent en emploi. On est à plus 9% sur un trimestre. C'est positif. C'est très important, c'est très intéressant, donc c'est une bonne tendance. Et le deuxième, c'est la diminution du temps passé au chômage. On a perdu 70 jours, on était à 680 jours, on est à peu près à 610 jours en moyenne de durée de vie sur le marché du travail, sur le marché au chômage. Et donc ces 70 jours-là, ça montre que le chômage de longue durée est en passe de diminuer. Avant, on avait un chômeur sur deux qui était chômeur depuis plus d'un an, maintenant on n'est plus qu'à 43%. Donc ça montre que des mécanismes incitatifs comme le mécanisme de l'assurance chômage sont potentiellement en train de porter leurs fruits parce qu'en fait ils incitent au retour à l'activité, ce qu'on n'avait pas forcément avant. C'est un peu aussi le cadre pour les bénéficiaires du RSA, hein, c'est ça, qui doivent désormais de mémoire travailler 15 heures par... Avoir une activité. Avoir une activité, voilà. C'est pas travailler. C'est pas travailler, c'est avoir une activité, ça peut avoir une activité bénévole dans une association, ça peut être suivre une formation. C'est très différent. C'est très différent parce que là on est vraiment dans l'accompagnement, le but étant d'aller chercher justement ces personnes-là qui sont très éloignées de l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est de les remettre dans un rythme. De les remettre dans un rythme. Et là, aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a, si vous regardez, une étude a été très bien faite par la DARES l'année dernière, sur 10 ans de personnes au RSA, vous en avez près de 40% qui n'en sont jamais sortis en 10 ans. Et avec une espérance en tout cas de temps passé au RSA de plus de 5 ans et demi. Et il faut savoir que plus vous êtes longtemps en inactivité, plus c'est difficile de retourner en emploi parce que vos compétences s'érodent, parce que vous n'avez plus forcément les codes de l'entreprise, parce que c'est très difficile de se remotiver. Et donc là, cette réforme-là est très bien faite, je trouve, d'un point de vue personnel, et les expérimentations qui ont été faites sur quelques départements l'année dernière le montrent. On a un retour à l'emploi qui est beaucoup plus important pour ces profils-là, parce qu'on tout simplement on leur redonne confiance et on les remet dans le cercle de l'activité. Alors ça va pas être tout de suite dans des fonctions exposées, mais le fait, par exemple, des fois même d'arbitrer un match de foot un dimanche matin, ça peut justement permettre de redonner confiance à la personne et de les faire revenir. Et là-dessus, ce qui est intéressant, ça se voit pas encore dans les chiffres du chômage. Tout à fait récent, c'est très récent. Et en plus, là, on est sur le T4 2024, alors que la réforme est rentré pleinement au 1er janvier dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que la DARES a créé la catégorie F et la catégorie G. La DARES, c'est le service statistique du ministère du Travail, a créé la catégorie F et G. Vous savez que vous avez la catégorie A, B, C qui différencie tous les types de demandeurs d'emploi pour justement ventiler tous les allocataires du RSA qui seraient justement comptabilisés. C'est un artifice politique parce que si on mettait les 1,4 million d'allocataires du RSA qui ne sont pas encore inscrits à Pôle emploi et qu'on les faisait inscrire en catégorie A, on aurait un taux de chômage qui serait quasiment de 10%. Politiquement, c'est difficile à suivre. Donc là, on a voulu les ventiler. Mais en même temps, c'est la réalité. C'est la réalité, mais ils sont dans un statut spécifique par rapport à ce qu'ils étaient avant. Donc là-dessus, cette réforme-là, en tout cas, va dans le bon sens et ramène des gens aussi qui étaient en inactivité sur le marché du travail, ce qui est plutôt positif. On parle beaucoup du budget de l'État. Le chômage, ça pèse combien sur les comptes publics ? En fait, vous avez deux types de coûts. Vous avez le coût déjà de l'allocation chômage qui est important. Vous avez le coût du RSA qui est très important. Et vous avez aussi le coût de l'inactivité. Il y a un chiffre à retenir, c'est que si jamais la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on n'aurait plus aucun problème budgétaire. On aurait quasiment 100 milliards de surplus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, en termes de comptes publics, mais aussi en termes de création de richesse. Donc, on sait que le problème du chômage aujourd'hui, ce sont les deux extrémités, c'est-à-dire après 55 ans et avant 25 ans. La réforme de l'apprentissage cherchait justement à augmenter le taux d'emploi des moins de 25 ans. On voit que ça se grippe un petit peu, mais peut-être que c'est conjoncturel aussi. Les différentes réformes du marché du travail, de l'assurance chômage et la retraite ont permis justement d'augmenter un petit peu le taux d'emploi au-delà de 55 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train potentiellement de se rapprocher de ces standards-là. C'est très long, encore très compliqué, mais on a quand même un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis les années 70. Donc il y a matière à se réjouir sur le long terme. Ce qu'il faut par contre maintenant, c'est amplifier aux deux extrémités, donc former beaucoup plus nos jeunes et accompagner les seniors à la fois par de la formation et à la fois par des mécanismes pour décaler l'âge de la retraite. Si on réussit ça, on n'a plus aucun problème budgétaire. Pourquoi on entend de mal justement avec le chômage des seniors en France ? Pourquoi on ne veut plus des seniors ? Premièrement, parce qu'il y a un gros problème d'accès à la formation. Il faut savoir que les formations au-delà de 55 ans, elles s'amenuisent à quasiment peau de chagrin. Vous avez environ 15% seulement des seniors qui se forment après 55 ans, alors qu'on est presque 3 fois plus dans des catégories en dessous. Donc il y a un mécanisme
mécanisme qui... Tout le monde est fautif quelque part. C'est à la fois les employeurs qui vont pas proposer une formation et un senior à 57, 58 ans qui se dit je vais pas partir 6 mois en formation alors que dans 2-3 ans c'est la retraite. Oui, mais il faut travailler jusqu'à 64 voire 67 ans en Exactement, réalité. mais le problème c'est qu'on a toujours considéré la bande d'âge. Il y a quelque chose de très psychologique dans le chômage des seniors. On considère que déjà en France on considère qu'à partir de 45 ans ou 40 ans vous êtes senior. Donc déjà on se prépare plus à la fin de sa vie professionnelle qu'à sa seconde carrière. Deuxièmement, le fait d'avoir été pendant longtemps à un âge de départ à la retraite qui était aux alentours de 60-61 ans, ça n'a pas permis justement cette changement culturel. Le fait de déplacer à 64 ans, mécaniquement, on se dit à 60 ans, il me reste encore 3-4 ans justement à pouvoir aller chercher. Donc du coup, on est en train de changer culturellement ce rapport-là. Ce qu'il faut maintenant, c'est jouer beaucoup sur l'accompagnement à la fois des compétences pour les seniors, donc du coup faire en sorte qu'ils soient toujours employables, quel que soit leur âge, et aussi qu'on fasse des aménagements sur leur poste de travail pour accompagner la pénibilité. Parce qu'on comprend bien effectivement que si on doit travailler jusqu'à 64, 65 ans, voire un peu plus, il faut aussi que ça puisse être en accord avec la physiologie des personnes. Le chômage, c'est la reine des batailles pour Emmanuel Macron en 2017, 7 ans après, ça s'effrite quand même là. Ça s'effrite et politiquement c'est là où c'était sa carte maîtresse parce que c'était son meilleur résultat en tout cas d'un point de vue économique. Il faut savoir que la plus grande des réussites qu'on a eues même des 10 dernières années, on peut commencer, la baisse du chômage a commencé avec le CICE. Sous François Hollande, oui. Sous François Hollande avec le CICE et les lois El Khomri, c'est qu'en fait quand vous regardez les sondages d'opinion, le chômage arrivait en 7 ou 8e position. Moi j'ai toujours connu avant ça le chômage comme étant la première des préoccupations. Et même les politiques, ils n'avaient qu'un seul mot à la bouche, c'était la lutte contre le chômage. Et rappelez-vous, on avait même soi-disant tout essayé contre le chômage. Et donc on avait réussi à reléguer le chômage quelque part à une considération secondaire du débat public. Il ne faudrait pas que ça revienne parce que là, pour le coup, toute notre fiscalité et toute notre protection sociale étant assise sur le travail, si on a un retour du chômage de masse tel qu'on l'a connu ces dernières années, là-dessus, on va avoir des problèmes budgétaires qui seront autrement plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui. Juste pour terminer, on dirait quoi ? Que 2024, c'est l'année du ralentissement et 2025, 2024 les complications ? Ça a été l'année des expérimentations peu fructueuses d'un point de vue politique. Espérons que 2025 sera l'année de la rationalité politique et donc du coup économique. Merci Erwan Tison d'avoir été avec nous et nous avoir éclairé sur ces chiffres du chômage. Pendant sa campagne, Donald Trump avait parlé de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Il parle désormais d'un plan en 100 jours. Il presse Vladimir Poutine de trouver un accord, sinon il y aura des sanctions. De quoi s'agit-il ? Les réponses et l'analyse de Dominique Moïsi dans un instant. En attendant qu'il me rejoigne, je vous propose d'écouter le président russe. C'était vendredi dernier, en marge d'une visite officielle dans une université près de Moscou. Merci, Erwan, c'est très bien. Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации. Мы видим заявление действующего президента о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Bonjour Dominique Moïsi. Bonjour. Vous êtes géopolitologue et on vous lit également chaque lundi chez nos confrères des Échos. Alors Donald Trump parle désormais d'un plan de 100 jours. Quel est ce plan ? Que sait-on des intentions de Donald Trump et de la méthode à ce jour? À vrai dire, pas grand-chose. Donc il faut faire preuve de la plus grande prudence. Ce que l'on sait, oui, c'est qu'il veut négocier directement avec Poutine. Et il y a un exercice de séduction de part et d'autre, où chacun dit je vais bien m'entendre, mais derrière cet exercice de séduction, il y a quand même des difficultés que l'on sent percer. Donald Trump, sans doute à la grande surprise de Poutine, quand il est devenu président, oui, quand il est entré à la Maison-Blanche, a dit « Mais au fond, cette guerre, elle est absurde, elle coûte cher à la Russie. » Elle est ridicule même. Les mots sont forts, hein, les mots de Trump sont très forts et ont dû surprendre à Moscou. Tout à fait. C'est-à-dire que à Moscou, on avait le sentiment que Trump
était le joker de la Russie. Et soudain, on se dit, mais au fond, ça va être plus compliqué que cela. Je rappelle les mots de Donald Trump. Effectivement, Poutine est en train de détruire son pays. La Russie est plus grande, elle a plus de soldats à perdre, mais ce n'est pas une façon de diriger ce pays. Alors, je crois qu'il faut retrouver l'art du deal selon Donald Trump. C'est-à-dire, c'est le mot qu'il emploie, il faut un deal. Hein. C'est-à-dire, mettre sous les yeux de Poutine ses propres faiblesses. Tu gagnes sur le terrain quelques kilomètres, mais regarde à quel prix. Ça n'est pas raisonnable, c'est ridicule. Il faut qu'on trouve un accord. Alors, quel est le bon accord ? Le bon accord, c'est sans doute dans l'esprit de Trump de dire, bon, on arrête les frais, tu gardes les territoires que tu contrôles, mais tu ne vas pas au-delà, et puis on va vraiment négocier sur le statut futur de l'Ukraine. Toi, tu veux une Ukraine neutre, moi je ne suis pas si sûr que cela. Et c'est là où il y a une très grande ambiguïté, et les Européens eux-mêmes se demandent, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Les Européens et l'OTAN disaient, bon, on a perdu, l'Ukraine a perdu 20% de ses territoires, mais les 80% qui restent doivent s'ancrer de manière solide dans le monde occidental et dans le monde européen. Alors peut-être l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, mais nous allons lui fournir des garanties de sécurité telles que Poutine ne pourra pas, de manière raisonnable, continuer ses opérations coûteuses et ridicules. Alors c'est là où il y a effectivement l'ambiguïté majeure. Qu'est-ce qu'on fait pour fournir des garanties de sécurité maximum à l'Ukraine ? On ne peut pas la faire entrer dans l'OTAN. C'est trop gros. Ça ne passerait pas, c'est ça ? Ça ne passerait pas. On peut continuer à lui fournir des armes, des équipements, mais avec le temps, ça va coûter trop cher. Est-ce que la solution, la meilleure marché, entre guillemets, et la moins dangereuse, ce n'est pas d'envoyer des contingents sur le territoire ukrainien, non pas pour se battre, mais pour être une garantie de sécurité. Vous n'allez pas tuer des soldats de l'OTAN. Et Zelensky, alors pour lui, quelles sont les lignes rouges ? Qu'est-ce qu'il est prêt à céder ? Sur quoi il est arc-bouté ? Il est sur la défensive. Il est bien conscient du fait que si la Russie connaît des pertes monstrueuses, l'Ukraine est épuisée. La différence démographique joue en sa défaveur entre les deux pays est éclatante. Bien sûr. Il n'a plus de troupes, il n'a plus de réserves, mais il ne peut pas céder non plus sur l'essentiel. Et notre rôle à nous, c'est de lui dire, tu ne dois pas céder sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le fait que l'Ukraine doit rester un pays indépendant. En fait, le rêve de Poutine, c'est de faire de l'Ukraine une autre Biélorussie. C'est-à-dire un pays vassal, en fait, c'est ça ? Un pays vassal, mais même qui a vocation à rentrer dans l'Empire russe d'une manière ou d'une autre, comme c'était le cas hier. Donald Trump menace Poutine de nouvelles sanctions économiques. De quoi s'agit-il exactement ? Là encore, on ne sait pas trop, c'est flou. Mais il s'agit de renforcer les sanctions déjà existantes. Ce qu'essaye de dire Trump à Poutine, écoute, ça te coûte très cher en hommes. Ton économie, elle est au bord de l'asphyxie. Je vais diminuer, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, massivement le prix du pétrole.
si tu n'as plus cette ressource, car la seule richesse que tu as, c'est celle que tu exploites. Les hydrocarbures. Ce n'est pas celle que tu crées. Ce sont les hydrocarbures. Tu seras nu demain. Et donc, accepte un compromis, parce que moi, je vais te couper les vivres via le prix du pétrole et du gaz. Est-ce crédible? Totalement. Ça le devient davantage si il a avec lui l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, comment réagit-elle ces derniers temps sur cette question? Ambigu, là encore. L'Arabie Saoudite dit, à travers la voix du MBS, de son prince souverain, entre guillemets, qu'elle est prête à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il s'agit pour elle de dire « j'investis 600 milliards et je n'ai pas à baisser le prix des hydrocarbures » ou « j'investis 600 milliards en plus de mon aide à la baisse des hydrocarbures » ? Elle aura envie, l'Arabie Saoudite, d'avoir des bonnes relations, a priori, avec les États-Unis. Tout à fait. Donc de se ranger du côté de Trump, très clairement, a priori, ou de jouer un jeu plus subtil. Là, on change de dossier et on va sur le Moyen-Orient selon Trump. Est-ce que Trump peut, comme il le suggère, dire que 1,5 million de Palestiniens de Gaza vont aller les uns en Égypte, les autres en Jordanie. Ça, c'est très difficile pour l'Arabie Saoudite à accepter. Ça ne fait pas partie des cartes. Revenons sur la guerre en Ukraine. Si on devait faire une photo, entre guillemets, de la situation sur le terrain, quelle est la situation sur le terrain? C'est quoi? Quelques kilomètres, comme vous le disiez tout à l'heure, pris par les Russes? Oui, mais enfin... Au détriment de beaucoup de morts, c'est ça? Oui, mais la direction est claire. L'Ukraine ne peut plus gagner la guerre. La seule chose qu'elle peut faire, c'est éviter de la perdre. Et il est essentiel pour nous d'éviter une victoire russe qui donnerait des ambitions plus grandes à Moscou. Il se dirait, mais au fond, ils ont beaucoup parlé, ils ont fait beaucoup de gestes, mais moi, je contrôle l'Ukraine. Ce que je veux demain, c'est retrouver les États baltes et retrouver peut-être une Pologne neutralisée. Donc en fait... Reconstituer l'URSS et l'Empire russe. N'oublions pas que par 3 fois, entre 1772 et 1795, l'Europe de l'Ancien Régime s'est partagée la Pologne. Et un des bénéficiaires de ce partage, c'était la Russie des tsars, aux côtés du royaume de Prusse et de l'Empire d'Autriche. Quel est votre sentiment, Dominique Moïsi? Est-ce que vous pensez que Trump peut faire plier Poutine dans ce qu'on voit actuellement? Enfin, vous n'êtes pas Madame Irma, bien sûr, mais qu'est-ce que vous ressentez là, ces premiers jours d'exercice du président américain, du 47e nouveau président américain? Une extraordinaire ambiguïté. D'un côté, lorsque Trump revendique Groenland, le canal du Panama et le Canada, il encourage la Chine dans ses ambitions expansionnistes à Taïwan. C'est un message même à la Russie. Et la Russie en Ukraine. Il leur dit, mais on est revenu dans le monde des rapports de force. On parle en termes de zone d'influence. D'ailleurs, ce serait très bien si on dénucléarisait le monde. On se retrouverait dans ce qu'était l'Europe du 19e siècle, sans tabou, sans frein. Et on pourrait dire, on se partage le monde. Vous prenez l'Asie aux Chinois, vous prenez ce que vous voulez en Europe de l'Est aux Russes, et moi je prends ce dont j'ai besoin et qui me revient pour des raisons économiques, géographiques, tout ce que vous voulez. De territoire, oui. C'est pas idéal. Et à l'inverse, le message de la force et le message du deal que met en avant Trump peut aussi déstabiliser les Russes, qui, un peu comme nous, se demandent ce qu'il veut vraiment.
et à quelle sauce il va être mangé. Alors pour l'instant, Poutine, effectivement, on est vous le disiez, dans une relation de séduction. Il attend des signes, hein, c'est ça, de Donald Trump. Le Kremlin ces derniers jours a dit être prêt à dialoguer, à travailler dans un respect mutuel. Ces signes-là, ces mots-là, c'est le signe d'attentisme, effectivement. Oui, mais c'est l'idée que Trump est extraordinairement narcissique, oui, qu'il est très sensible aux compliments, et que lorsque le président russe tient ses mots... Très aimable. Très aimable. Lorsque le président français mettait en avant sa bonne relation avec le maître du Kremlin, ça peut, à la marge, jouer en la faveur du flatteur. Est-ce que ce sera le cas? Je n'y crois pas trop. Oui. Je pense que face à Poutine, il faut garder la tête froide, oui, et faire preuve de la plus grande fermeté possible. Il y a une date très importante pour les Russes cette année, c'est le 9 mai 1945. Ce sera la célébration à Moscou, on imagine, des 80 ans, oui, je ne me trompe pas, de la victoire des Soviétiques contre l'Allemagne nazie. Est-ce qu'on peut imaginer que cette date phare dans l'histoire russe et soviétique, quand Poutine revendique cette guerre en Ukraine pour dénazifier le pays, on peut imaginer qu'il en vit quand même, que c'est finalement un compte à rebours peut-être dans son calendrier personnel, politique. Oui. Il y a 20 ans, le 27 janvier 2005, Poutine était à Auschwitz. Et il souhaite que dans quelques mois, les grands de ce monde soient à Moscou, avec l'idée que on ne peut pas retirer cette grandeur passée à la Russie d'aujourd'hui, que, entre guillemets, le présent ne saurait prendre en otage le passé. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas les dirigeants occidentaux être à Moscou demain. Et le prix à payer pour qu'ils y soient me paraît sans doute trop grand pour Poutine dans les mois qui viennent. Et puis il y a une autre date, c'est le 22 février prochain. Ce sera les 3 ans de cette guerre qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie, le début de l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Oui. Les grandes guerres durent souvent 4 ans. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Est-ce que ce sera le cas pour ce qui a été le grand retour de la guerre en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Peut-être elle se terminera avant cette guerre. Pas avant le 24 février prochain, mais avant les 4 ans, vous diriez? Avant les 4 ans. Vous êtes un peu optimiste? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de ce conflit? Je ne sais pas, j'ai l'impression que des deux côtés quand même, les choses s'accélèrent. On est au bord de l'épuisement. Oui. Et que l'essentiel est de convaincre Poutine qu'il a déjà beaucoup gagné et qu'il ne peut pas gagner plus. Et que s'il poursuit, il perdra. Et l'essentiel est aussi de convaincre les Ukrainiens que les 80% de territoires qu'ils conservent seront démocratiques, seront indépendants. Et ça, bien entendu, ça suppose de la fermeté et de l'unité de notre part. De la part de nous, du monde occidental. Les Européens. Merci Dominique Moïsi d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le triomphe des émotions, et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Groenland est revenu au centre du monde depuis que Donald Trump a déclaré vouloir l'annexer, invoquant des raisons de sécurité nationale. Une déclaration loin d'être fantaisiste. Alors pourquoi cette volonté du nouveau président des États-Unis? Pourquoi le Groenland attise autant sa convoitise? Eh bien, je vous propose d'écouter Donald Trump après son investiture du 20 janvier dernier. Lors de la signature des décrets, il évoque cette question du Groenland, justement.
What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir. Ooh, that's a big one. You say that European Union conflict makes it part of BRICS. That a what? Did you sign the TikTok order? Yeah. Yes, that was just signed. Well, Greenland. Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along. I think it's costing them a lot of money to maintain it, to keep it. Bonjour Christian Buchet. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la mer et précisément directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Avec les déclarations de Donald Trump, il a parlé de nécessité absolue d'annexer le Groenland. Eh bien, on découvre, on redécouvre, alors pas vous, mais nous, ce territoire. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que vous pourriez nous faire un portrait robot dans les grandes lignes de ce territoire, la plus grande île de l'Arctique, c'est bien ça ? La plus grande île de l'Arctique, qui est rattachée à un pays européen qui s'appelle le Danemark, donc pas directement, mais je dirais presque indirectement, le Groenland fait partie indirectement de l'Union européenne. Mais vous savez, on a beaucoup parlé dans les médias depuis des années du Brexit. Oui, on le sait, l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Mais dites donc, vous avez déjà entendu parler de la politique de l'UE vis-à-vis du Groenland ? Assez peu. Ah oui, parce qu'il n'y en a parce pas. qu'on n'en parle jamais. Il n'y en a pas surtout. Donc, mais quel dommage qu'on découvre seulement aujourd'hui à cette occasion, parce que par rapport aux étudiants, beaucoup plus important que le Brexit, c'est la question du Groenland, parce que c'est un atout véritable pour l'Union européenne. Et ça, Donald Trump ne l'ignore pas. Et il en parle, mais c'est pas nouveau. Lorsqu'il était venu il y a 5 ans, il en avait parlé 5-6 ans, il avait déjà parlé de cette question du Groenland. Je me souviens, j'étais intervenu dans les médias et on me disait « Vous savez pas quelle est la dernière de Trump ? Maintenant, il veut acheter le Groenland. » Mais il avait assez vu juste. Il avait déjà à l'époque des messages à faire passer. On peut venir dessus. Il y avait 4 messages. Il y avait d'abord un message qui est très d'actualité aujourd'hui, aux Chinois. Oui. Aux Chinois déjà. C'est-à-dire, c'est bien beau, mais enfin, arrêtez de vous intéresser de plus en plus à ce que vous appelez vous-même une route polaire de la soie. Jamais la soie n'a vogué aussi haut dans l'histoire. C'est-à-dire à vous intéresser de près au Groenland, donc faire passer le message aux Chinois. Point trop est n'en faut. Deuxième message vis-à-vis, si vous voulez, de l'allié canadien, celui qu'on aimerait bien transformer, enfin pas moi, lui en 51e État, parce que le Canada s'intéresse beaucoup au passage de l'Arctique, parce que c'est le fameux passage du Nord-Ouest qui peut changer tout l'avenir, effectivement. C'est de la circulation maritime. La circulation maritime et le désenclavement, parce que ça c'est un raccourci bien plus intéressant encore, c'est faire comprendre aux Canadiens où vous financez un effort de sécurisation de la zone et mais si vous payez pas, il est très là-dedans, Trump, si vous payez pas pour sécuriser le futur passage du Nord-Ouest, ne vous y mêlez pas. Et puis, troisième message, c'était le plus vicelard quand même, et on n'a pas assez insisté dessus, c'était faire passer un message au mouvement autonomiste groenlandais, pour leur faire comprendre qu'une indépendance suite Washington serait plutôt bien vue, parce que... Il leur serait plus favorable, c'est ça ? Écoutez, un Groenland indépendant, on voit bien de quel côté de la balance ça pourrait peser. Le Groenland, c'est un territoire de combien ? Quelle est la surface de cette île ? Je ne sais plus exactement. À peu près. C'est énorme, c'est X fois la France, mais c'est surtout, en termes de potentialité, enfin pas potentiel, en termes de réalité, c'est quand même, attendez, quasiment le 2e réserve mondiale de terres rares. Vous savez, ça porte très mal son nom, ce truc-là, c'est ces 17 métaux stratégiques qu'on des noms à coucher dehors. Aujourd'hui, la Chine exporte 82% des terres rares mondiales qu'on trouve dans tous les iPads, les iPhones, même les pales des éoliennes. Et le président chinois a dit il y a 5-6 ans qu'il allait baisser, certes, progressivement, ses exportations. Donc on s'excite beaucoup pour les terres rares. Bon, le Groenland, dites donc... En regorge. En regorge. Le Groenland, attendez, c'est pas négligeable non plus, quasiment 2e ou 3e réserve mondiale d'uranium. Oui, des minéraux très importants. Et puis quand on pense aux États-Unis, on pense aussi à l'acolyte de M. Trump, M. Elon Musk. Mais dites donc, ça serait quasiment les premières réserves mondiales de graphite. Mais c'est très important pour la haute technologie, etc. Et puis, attendez, même si on va plus loin, sans rentrer encore dans les questions militaires, il y a un potentiel touristique d'enfer. Parce que, je dirais pas grâce, mais à cause du réchauffement climatique, il y a des choses certainement à imaginer. Donc les raisons, elles sont la sécurité.
sécurité. Pour Trump, c'est-à-dire se prémunir, se garantir au nord de l'Amérique du Nord, justement. Absolument. Une réserve incroyable pour de tout ce dont on a besoin, qui est très tendance. L'industrie actuelle. Ce sont ça les premières raisons. Et avec par derrière un pays qui est très gourmand du Groenland et de la région arctique dont il a besoin et qui s'appelle la Chine. J'allais Parce y que le venir, client la Chine. sérieux, c'est le chinois quand même, beaucoup plus. Mais la que le Chine, russe. alors quelle est la réalité de la présence ou pas, je ne sais pas, de la Chine sur ce territoire? Ils sont réellement présents, les Chinois? Est-ce qu'ils ont des usines? Est-ce qu'ils ont des infrastructures? Ils ont quelle est la beaucoup réalité? d'accords, effectivement, de partenariat, d'exploitation d'un certain nombre de minerais. D'accord, c'est des accords avec des gros Hollandais, c'est ça? Absolument. C'est quelque chose qui est assez ancien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, dans la perspective de Trump, les Russes n'ont jamais que 47% de l'Arctique. Et c'est ça qui nous faisait regarder autrefois la Russie avec les yeux de Chimène. C'était pas son PIB. Aujourd'hui, on ne sait plus où ils en sont, et eux non plus. Mais autrefois, avant la guerre en Ukraine, ils étaient entre le PIB de l'Italie et le PIB de l'Espagne. C'est pas négligeable, mais c'est pas l'idée qu'on en a. Mais le potentiel de la Russie, c'était l'Arctique. À l'avant-dernière élection présidentielle de Poutine, on l'écoutait déjà de très près, il ne cessait de répéter les Américains ont connu le Far West, nous, Russes, nous allons connaître le Far North. Parce que, on va peut-être y venir, mais tout ça s'inscrit dans une nouvelle donne géopolitique mondiale. Vous avez 3 zones profondément riches qui sont guère exploitées. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui vise à l'exploitation, mais dont on aura besoin. Une seule, dans l'hémisphère sud, notons d'ailleurs la faiblesse de ce fait de l'hémisphère sud, c'est le Brésil. Le Brésil, je le dis en passant, qui est la base arrière du développement économique chinois. Et les 2 autres territoires très riches et inexploités, c'est les territoires du Nord, c'est le nord du Canada, et c'est toute la Sibérie, tant au niveau maritime qu'au niveau terrestre. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas les exploiter. Parce que c'est 2 cul-de-sac de l'économie mondiale, sauf que le passage du nord, passage du nord-ouest, en longeant le Canada, on part par Bering, passage du nord-est, on longe la Sibérie, on repart par Bering, ça va totalement modifier la donne géopolitique. Donc, il y a ce bras de fer entre la Russie, c'est coup double le Groenland, et c'est une emprise des États-Unis vis-à-vis de Poutine dans les négociations avec l'Ukraine, et c'est coup double parce que c'est empêcher les Chinois de ne cesser d'avancer. Vous savez, les Chinois, ils sont fabuleux. La Chine fait partie du Conseil de l'Arctique. On voit la carte là. Voilà. Ça permet un peu de situer les différents acteurs sur le territoire. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous avez une Chine qui est dans le Conseil de l'Arctique, et à moins qu'il y ait une dérive des continents très forte cette nuit à cause du vent que nous avons essuyé, la Chine n'est pas un pays arctique. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières. Ça touche pas. Ça touche pas. Comment ils sont arrivés là? Alors, qu'est-ce qu'ils y font? Pas de souci. Ils sont arrivés là parce qu'on ne les a pas vus venir. Et ça, il faut bien comprendre les enjeux. Et depuis quand d'ailleurs ils sont là? Ils sont depuis 6 ans, je crois à peu près. On les a pas vus venir. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, vous savez, nous, quand on invente la perspective avec Brunicelli au XVe siècle, on est des gens sérieux, on part du cadre, toutes nos lignes de fuite sont des lignes droites. Les Chinois inventent à peu près la perspective au même moment, mais ils n'ont pas de cadre. Donc ils sont là, ils sont là-bas. Donc toutes leurs lignes de fuite sont des courbes. En géopolitique, vous ne pouvez pas comprendre les Chinois dans leur rapport à l'espace et au temps si vous ne mesurez pas qu'ils ne procèdent jamais frontalement. Je vous le mets en mille, qu'ils ne vont pas attaquer Taïwan. Ils ne vont pas attaquer directement Taïwan. Non, ils vont passer par derrière. Taïwan sert à augmenter la liste faramineuse des revendications chinoises pour que dans un bargain, une négociation générale avec les États-Unis, il n'y a que qui compte, eh bien, ils puissent avoir un petit peu plus. On s'est suffisamment fait avoir depuis des années, jusqu'aux nouvelles routes de la soie, où nous qui sommes sérieux, on est toujours dans nos projections linéaires, horizontales, on ira vers le point C que lorsque dehors on sera passé par B. Non, ils ont mis sur la carte plein de pointes de compas qu'on ne voyait pas il y a 10, 11 ans. Et donc vous disiez, ça existe. On les a pas vus arriver en Arctique depuis 6 ans, c'est ça? Ils sont sur place pour les raisons. Mais de plus en plus. Alors, les Chinois, pour des raisons de terres rares et des raisons de routes maritimes, c'est ça? Parce qu'on sait que les routes maritimes, elles comptent. La Chine, c'est très bien que la base arrière brésilienne ne sera pas éternelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des cartes cachées du président Trump aujourd'hui. C'est au nom d'un panaméricanisme. Il va dire au Brésil, un jour ou l'autre, mais vous vendez vos bijoux de famille, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que vendre ces bijoux de famille, s'ils voulaient aux Chinois, ça n'enclenche pas un processus de développement. Ils vendent que des matières premières, même pas de produits semi-finis. Donc, Trump va certainement pousser les Brésiliens, quitte à les aider, vous voyez. C'est la carte d'après, en fait, c'est le sujet d'après.
après. Après le Groenland, c'est l'histoire du Brésil, c'est ça, avec Trump? Déjà qu'il y a le golfe du Mexique qui va être rebaptisé. Lorsqu'ils seront en pleine négociation, en plein bras de fer avec le Chinois, s'ils poussent au développement industriel du Brésil, c'est problématique pour la Chine qui va perdre un de ses ressorts de matières premières. Alors vous allez me dire, on a l'Afrique. Oui, l'Afrique, entre 10 et 12% de matières premières, ça suffit pas. On sait aujourd'hui, par l'espionnage américain, aujourd'hui depuis 5-6 ans, que vu du point de vue chinois, dans l'entourage le plus immédiat du président Xi Jinping, le seul élément qui pourrait empêcher la Chine d'être la première puissance économique mondiale en 2049, parce que c'est la date qu'ils ont choisie qui correspond au 100e anniversaire de la Révolution populaire, c'est de ne pas avoir au moins 5 millions de kilomètres carrés de domaine maritime. Aujourd'hui, la Chine en a 3,8 et des poussières, disons 3,9. L'objectif, c'est 5 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire, si la Chine n'a pas 1,5 million de kilomètres carrés dans le domaine maritime en plus, il ne passe pas. C'est-à-dire que ce domaine maritime, ils le veulent dans mer de Chine, et ils vont même au moment où nous rencontrons, jusqu'à construire des îles naturelles artificielles. Des objectifs qu'on marie rarement, c'est-à-dire qu'ils font par des moyens artificiels, des constructions avec des produits naturels pour avoir ce domaine maritime. Sans ça, la Chine ne passe pas. Donc on voit tous les enjeux. La Chine est obsédée par ses sources de matières premières, car elle est mal, je dirais, dotée. Oui, et son objectif, c'est d'être la première puissance. Contrairement aux États-Unis. Et contrairement à l'Union européenne, grâce à la France. J'en profite pour vous dire que probablement le 3e territoire à avoir des terres rares aujourd'hui, c'est la France. C'est la France. C'est la France. Pourquoi ? Parce qu'au large de l'archipel de la Société, Tahiti, pour faire court, vous avez une zone d'induction de plaques. Et on a un potentiel d'enfer. Donc, vous voyez, il y a la Chine par derrière. Mais ce qui est génial avec le Groenland, c'est que ça permet au niveau militaire, aux États-Unis, surtout s'il y a une emprise avec le Canada, d'avoir à peu près l'équivalent du potentiel de développement au niveau des passages du Nord. Ça, c'est la vision de Trump que vous développez. Oui. Et ça marche pour pousser Poutine à la paix dans une négociation globale, ça marche pour réfréner les appétits bien évidemment des Chinois, et après vous aurez certainement le Brésil, comme je l'évoquais, qui permettra, dans une partie de bras de fer avec la Chine, de parler véritablement affaires. Donc tout ça fait partie d'une stratégie globale. Alors le Danemark semble un petit peu se réveiller, si je puis dire. Il y a eu des déclarations. La Première ministre actuellement rencontre Emmanuel Macron, et puis a été annoncé 2 milliards consacrés à la sécurité de l'Arctique avec, concrètement, c'est des nouveaux navires, c'est ça, qui vont naviguer sur place avec un déploiement de drones supplémentaires et du renforcement de satellites, je crois. Absolument. C'est ça. Alors, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de base du tout chinoise. Par contre, vous avez une base nucléarisée, d'ailleurs américaine, qui est la base de Tulé sur le Groenland. C'est Pituffik, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, bon, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il est temps que l'Union européenne se réveille. C'est qu'on est en train de se faire dépecer sans même nous en rendre compte. Mais je dirais, c'est pour la faute de Trump, c'est notre faute. Parce que qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du Groenland Nord, qui a un potentiel, c'est l'un de nos atouts. Mais vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, si on prend du recul, si on analyse ça dans une perspective globale, c'est une remise en ordre avec une Europe qui est en train de se faire tailler les croupières. Pourquoi l'Europe se fait tailler les croupières ? Parce que cette Europe, elle a un potentiel d'enfer. Je vous citais le cas de la Chine, qui ne passe pas, elle n'a pas 5 millions de kilomètres carrés de domaine maritime. La France en a 11. Premier ex-aequo avec les États-Unis. Troisième, l'Australie, 8, dire 2,5 millions de moins. Mais le 1 et le 3, États-Unis et Australie, c'est par la taille de leur métropole. Nous, à 96%, c'est par l'outre-mer. C'est-à-dire que le domaine maritime français, c'est le mieux ventilé sur la planète. Donc, on a un potentiel d'enfer. Et c'est pour ça que cette Europe fait tailler les croupières. Elle a l'air de se réveiller, néanmoins, là. Avec ces 2 milliards consacrés. Mais vous savez, le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne parle pas d'une seule voix. Si nous parlions d'une seule voix, on pourrait s'amuser en termes de géopolitique. Le président Trump propose au Canada de devenir le 51e État des États-Unis. Ça serait un bel État, il serait copieux, quand même. Mais pourquoi l'Union européenne ne propose pas à ce moment-là au Canada de rentrer dans l'Union européenne ? On ne parle plus. Mais pourquoi est-ce que nous ne parlons pas ? Parce que l'Union européenne a cette croupière taillée par 3 puissances, la Russie, la Chine et les États-Unis. Quand vous savez que lors du premier mandat du président Trump, son conseiller Steve Bannon allait développer les mouvements extrémistes de droite populistes en Allemagne, qu'aujourd'hui c'est carrément M. Elon Musk qui s'en cache même pas, qui développe effectivement des mouvements qui soutient l'AfD, presque anciennement nazis, effectivement, en Allemagne, vous comprenez quel est l'intérêt. Vous savez, quand vous regardez, en 3 ans et demi, Dominique Moisy en parlait,
président Macron disait l'OTAN était en mort cérébrale. Mais c'est plus l'OTAN qui est en mort cérébrale. Quoi, c'est l'Europe, c'est ça ? C'est l'Europe qui est en mort cérébrale. Et quand vous parlez de l'Ukraine, et je me fâche un peu parce qu'on n'évoque pas assez les choses, parce que beaucoup de mes confrères sont trop terriens. Poutine, il ne va pas se laisser faire pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il est un peu le dindon de la farce. Considérons que la Crimée était déjà réglée. On oublie que la Suède et la Finlande sont rentrées dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'on oublie que toute la mer Baltique, en dehors du petit coin où vous avez Saint-Pétersbourg, toute la mer Baltique est une mer otanienne aujourd'hui. L'OTAN ne s'est jamais aussi bien portée. Mieux portée en tout cas depuis. Aussi bien portée. Donc si vous voulez, Poutine, il ne veut pas être le dindon. La Baltique lui a échappé. Et pour un Russe, ils savent très bien que c'est à partir de 1713, là on plante le tsar développe Saint-Pétersbourg, que la Baltique cesse d'être une mer suédoise. Donc pour les Russes, c'est très important, la Baltique. Donc vous comprenez bien qu'il voudra forcément un certain nombre d'avantages, parce que perdre, on ne sait pas exactement là, mais c'était une hécatombe pour arriver à quoi ? À 20% du territoire ukrainien qui n'a plus aucune valeur économique. Bon, la Crimée, c'était déjà réglé, et en plus, il a perdu la Baltique. Donc, vu du point de vue russe, en prenant un peu de recul, si vous voulez, on se rend compte que Poutine, oui, c'est assez ridicule, cette guerre. Tout ça pour ça, et arriver à être aujourd'hui aussi faible, potentiellement, sur les nerfs des communications qu'est la Baltique. Le Groenland, donc on comprend, énorme enjeu pour l'Europe. Très rapidement, à quel point le réchauffement climatique ouvre de nouvelles voies maritimes ? Alors, très vite. D'abord, c'est une réalité. C'est pas dans 7 ans, c'est depuis 7 ans, sauf depuis 2 hivers. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous pouvez passer sans brise-glace entre 30 à 55 jours par an. Mais il ne faut pas croire qu'il y aura de plus en plus de jours, parce que plus la glace fond, plus vous avez des rives de glace, et moins ça sera praticable. Mais vous pouvez passer toute l'année affublé d'un brise-glace. Pas les 2 hivers précédents à cause de la guerre en Ukraine, mais ça faisait 7 ans que les Russes, par le biais de Gazprom, faisaient passer des méthaniers, donc des navires qui portent du gaz, de la Suède à la Norvège. Donc c'est déjà une réalité. Mais très honnêtement, on s'en moque de ces raccourcis, même si c'est 30% moins. C'est que surtout ces 2 passages du Nord vont désenclaver les 2 zones les plus riches de la planète Terre, qui sont le nord du Canada et la Sibérie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas relier par des moyens terrestres, si vous voulez, la Sibérie à Moscou. Donc c'est un basculement géopolitique, et c'est là où Trump veut en venir, qu'il n'y ait pas que le Russe et les Chinois. Merci Christian Buchet, merci d'avoir été avec nous. Je signale votre dernier livre, c'est Osons la mer, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à nouveau demain pour une nouvelle émission sur le Figaro TV en direct. Passez une bonne journée d'ici là et à demain.